Alors, attendez, je vous cale. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo du coup. On va parler aujourd'hui de mort, de décès, de deuil, des choses pas forcément joyeuses comme ça sur le papier. Mais voilà, bienvenue dans un nouvel épisode des carnets de Julie. Et aujourd'hui on va parler du deuil. Il faut savoir, avant qu'on parle du deuil et des différents deuils que j'ai pu vivre dans ma vie, depuis que je suis toute petite, j'ai, comme qui dirait, une fascination pour la mort, la représentation de la mort, etc. J'ai des peintures de quand j'étais plus jeune. Je crois que ça doit être du collège. Littéralement, je peignais des femmes au bûcher, ou alors qui étaient pendues. Un truc que j'adorais dessiner, c'était des clowns pendus. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Depuis que je suis toute petite, effectivement, j'ai un peu cette fascination pour la mort et pour les représentations de la mort de manière générale. Donc tout ce qui va être squelette, tête de mort, ce genre de trucs. Donc je m'habillais dans un style un peu sombre avec beaucoup de têtes de mort un peu partout. Et pareil, j'étais assez fascinée par les squelettes. D'ailleurs, mon ostéo, à l'époque, quand j'étais pareil plus jeune et que je faisais de l'ostéo, il m'avait offert un... Putain, je suis en train de capter que c'est peut-être prophétique cette histoire. Mais en fait, il m'avait offert un genou, l'ossature du genou, donc avec vraiment la rotule, et il se pliait. Et c'était un porte-clés. Et je l'avais accroché à ma trousse. Et j'adorais ce truc. Voilà. Je dis que c'est prophétique parce que j'ai le genou qui est bousillé. Voilà. Bref, donc voilà, j'ai toujours eu cette, quelque part, fascination pour la mort. Quand j'avais 14 ans, non j'avais 13 ans, puisque j'avais pas encore mes 14 ans. Bref, le fait est que, en 2010, j'ai perdu ma meilleure amie de l'époque. Elle est décédée, elle s'est fait renverser par une voiture, et elle est pas morte sur le coup, mais elle est morte des suites de ses blessures. J'en avais déjà vaguement parlé, je crois, sur la chaîne, ou en story Insta, etc. Bref, et j'ai assisté à cet accident. C'est-à-dire que, en fait, elle traversait la rue. Moi, j'étais sur le trottoir, elle était là, elle a traversé pour me rejoindre. Et une voiture, en fait, l'a renversée. J'étais très jeune. Ça a été le premier décès que j'ai vécu, véritablement. Et il m'a marqué parce que c'était ma meilleure amie. Et en plus de ça, c'était ma meilleure amie et accessoirement j'avais aussi des sentiments amoureux pour elle, mais que je n'ai compris que bien plus tard. Parce que sinon, c'est pas drôle. Bref. Et surtout parce que... alors, tu peux vivre un décès quand t'es jeune, par exemple, notamment tes grands-parents, etc. Mais t'assistes rarement au décès, en fait. Tu assistes rarement, en fait, à la mort pure et dure. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. J'ai assisté à la mort de ma meilleure amie. Et le problème, si on peut dire, en fait, je ne m'en souviens pas. Enfin, je m'en suis pas souvenue pendant très longtemps. Parce que le cerveau, il a cette fonctionnalité merveilleuse qui a très très bien marché chez moi à plusieurs reprises. C'est que quand il estime qu'un événement est trop traumatique, et que en fait il va laisser trop de séquelles à ton cerveau et à ta vie, dans ta construction en tant que personne, il va l'oublier. Voilà, il va juste totalement l'effacer de ta mémoire. Ce qui fait que j'ai assisté à son décès, mais je m'en suis pas souvenue pendant très longtemps. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de comment je suis rentrée chez moi. Encore aujourd'hui, c'est très flou.
Mais peu de temps après le décès, elle s'appelait Ludivine, peu de temps après son décès, je savais qu'elle était décédée, je savais qu'elle avait été renversée par une voiture, etc. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui me l'avait annoncé en fait. Je n'étais pas présente sur les lieux. Ce qui fait que, à un moment donné, quand je m'en suis rappelée, ça s'est fait progressivement au fil du temps, hein. Ça s'est pas fait comme ça, genre je me suis pas réveillée d'un coup. Ça s'est fait progressivement au fil du temps. Le fait est que quand je m'en suis rappelée, ça a été un énorme choc et ça a été forcément très très difficile pour moi. J'ai pas assisté à l'enterrement pour la simple et bonne raison que, en fait, moi je m'entendais pas bien du tout avec la famille de ma meilleure amie. Ce qui fait que déjà ils m'ont pas forcément invitée aux funérailles. Et en fait, parce que c'était leur seul enfant, suite au décès du coup de Ludivine, ils ont décidé de l'incinérer et de partir dans le sud. Et je crois qu'ils ont emmené leur urne, l'urne avec eux. Ou alors qu'ils l'ont incinérée dans le sud, je me souviens plus exactement. Mais voilà, je n'ai pas assisté à ces funérailles. Et en soi, le fait de ne pas avoir assisté à ces funérailles, ça m'a pas forcément blessée ou quoi que ce soit, parce que je pense que j'étais vraiment beaucoup trop jeune pour vraiment me rendre compte de l'impact que ça aurait pu donner en fait. Et je pense sincèrement que j'aurais très mal vécu les funérailles si jamais j'y avais été invitée et j'y avais assisté, parce que je pense que justement je me serais vraiment pris la vérité en pleine gueule et je l'aurais, je pense, très très mal vécu. La seule chose que je regrette par rapport à cette décision, c'est qu'en fait je n'ai jamais eu de lieu sur lequel me recueillir pour pleurer mon ami. Et ça a été très dur dans tout mon processus de deuil, et c'est quelque part ce qui a fait que ça l'a rallongé. Il n'y a pas eu que ça, mais voilà. Vers mes 15 ans, donc à peu près un an après, je subis un autre décès. En fait, Ludivine avait un petit copain à l'époque que je n'appréciais pas du tout. C'était un petit con comme on les faisait à l'époque, enfin bref. Et c'était surtout une personne qui consommait de la drogue dure. Il était un tout petit peu plus âgé que nous, je crois qu'il avait 17 ans. Bref, à la mort de Ludivine, je suis restée en contact avec ce garçon malgré tout. Et en fait, j'ai vu à quel point il était dévasté par le décès de Ludivine. Et en fait, moi, je suis une personne qui est foncièrement gentille et qui veut le bien des autres. Et en fait, je me suis trouvée comme mission de l'aider, de le sauver. Voilà, c'était pas du tout mon rôle, hein, quelque part. J'ai jamais trop compris où étaient ses parents à ce garçon. S'il était en foyer, si... Le fait est qu'en tout cas, il était évident qu'il avait aucune... j'allais dire responsabilité parentale, mais oui, il y avait vraiment quasi personne, en fait, pour le surveiller ou quoi. Et c'est ce qui a fait qu'il est tombé aussi dur dans la drogue. Bref. Et du coup, comme il était un peu seul, pour le coup, je me suis dit, bah en fait, c'est mon rôle, c'est à moi. Je suis la seule chose qui lui reste, je suis le dernier rempart, en fait, qui le relie à Ludivine. On l'a plus, mais on sait, en fait. Voilà. Il nous reste encore et l'un et l'autre. Et le problème, c'est que je me suis fait manipuler en beauté. Un jour, du coup, j'ai été agressée par ce garçon. Je me suis enfuie. J'ai réussi à m'enfuir, etc. Et en fait, j'étais tellement sous sa coupe que automatiquement, j'ai commencé à me sentir coupable et à me dire oui, mais si je l'abandonne, bah, en fait, il a vraiment plus personne et à tous les coups, en fait, bah, il va mourir, en fait.
Parce qu'il fonctionnait vraiment beaucoup comme ça, à la culpabilisation, à la victimisation, pour me faire me sentir indispensable envers lui, quoi. Et comme j'étais ultra crédule et que j'avais ce besoin de me sentir indispensable à l'époque, bah ça marchait très bien en fait. Ce qui fait que peut-être 2 ou 3 jours après cette agression, j'ai essayé de le recontacter pour voir comment il allait, etc. J'ai pas réussi à l'avoir. Et donc là, en fait, je suis retournée sur les lieux de l'agression parce que c'était l'endroit où en fait il squattait tout le temps avec d'autres amis à lui, là où il consommait de la drogue, etc. C'était une sorte d'usine un peu désaffectée. C'est pas une usine, c'est un... Je sais pas, c'est un bâtiment en tout cas qui est abandonné. Et qui est pas très loin de là où j'habitais à l'époque. Et du coup, je suis retournée là-bas parce que je me suis dit, il est peut-être là-bas en fait, peut-être il répond pas à mes appels parce que voilà, peut-être que genre il a honte et tout, mais peut-être qu'il est là-bas. Et en fait, bah, je le trouve pas, mais je vois du coup certains de ses amis, enfin ceux avec qui il traînait. Et là, en fait, j'apprends que il est décédé. Que il a fait une overdose le jour même de mon agression. Donc peu de temps après, enfin quelques heures après que je sois partie. Et il est décédé. Et voilà. Ça a été un énorme coup dur. En fait, je me suis pas du tout sentie soulagée. On pourrait penser que comme j'étais sous la coupe d'une personne manipulatrice et violente de surcroît, le fait de se dire que mon bourreau en fait a disparu, bah je me sens soulagée. Bah en fait pas du tout. Parce que moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est j'ai pas pu le sauver en fait. Du coup vraiment ça a été l'une de mes premières pensées. C'est pas vraiment pour vous dire à quel point j'étais sous la coupe hein, de ce garçon. Et là en fait le deuil techniquement de cette personne, j'ai envie de dire que je l'ai jamais fait, mais en fait surtout j'ai jamais ressenti le besoin de le faire. C'est-à-dire que j'étais pas si proche de lui que ça. On le rappelle quand même qu'avant le décès de ma meilleure amie, je n'appréciais pas cette personne. Mais sa mort m'a vraiment donné un goût de un échec. En fait, un échec de me dire, ça des années plus tard je l'ai compris, de me dire que j'ai pas pu sauver ma meilleure amie à l'époque, je n'ai pas pu le sauver lui. Et là, en fait, c'est développé une sorte de comment on appelle ça, de complexe d'infirmière, je crois que ça s'appelle, mais bref, cette envie en fait de vouloir sauver les gens, les aider à tout prix. Donc ça a été mon deuxième décès. Je crois que c'était peut-être 2 ans plus tard, je sais plus exactement. Mon grand-père décède. Ah, autant les deux premiers décès, bah j'ai envie de dire c'est la faute à pas de chance. C'est horrible de dire ça, mais disons que effectivement c'est des cas de figure où ça n'arrive pas à tout le monde. Mais effectivement quand mon grand-père est décédé, il est décédé en fait de vieillesse. Bon bah quelque part je le savais, je m'y attendais qu'à un moment donné mon grand-père n'était pas éternel et que il nous quitterait en fait. On s'y attendait. Mais c'est vrai que ça a fait toujours quelque chose. J'étais pas proche de mon grand-père, c'est mon grand-père paternel. J'étais pas forcément proche, c'est-à-dire que j'ai passé techniquement beaucoup de temps avec lui. Je dis techniquement parce qu'en fait, quand j'étais petite, l'été, on partait avec ma famille, on partait en fait chez mes grands-parents, donc ma grand-mère et mon grand-père paternel, dans la Drôme. Dans la maison en fait familiale, et on passait souvent nos week-ends là-bas, et surtout on passait la plupart de nos étés là-bas, donc ce qui fait que techniquement j'ai vécu dans la même maison que lui à plusieurs reprises, mais j'étais pas du tout proche de lui, et d'ailleurs j'ai vraiment très 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 peu de souvenirs de lui, parce que bah en fait on n'avait pas d'atome crochu, c'est aussi simple que ça. Mon grand-père n'était pas une personne très tactile, enfin ou tout du moins j'ai pas ce souvenir là. Ce qui fait que j'ai pas le souvenir que par exemple il m'ait pris sur ses genoux ou quoi que ce soit. Et je sais pas, j'ai toujours senti en fait une certaine distance. Ce qui fait que quand il est décédé, ça m'a pas vraiment affectée. Parce que effectivement j'étais pas très proche de lui. Et ce serait mentir que de dire que vraiment j'ai été dévastée par sa mort. Ce qui m'a le plus affectée je pense,
c'est de voir à quel point ça affectait les membres de ma famille. Parce que quand même, mon père perdait son père, on le rappelle. Mon père a 2 frères, donc c'est pareil en fait, mes oncles ont perdu leur père à ce moment-là. C'est plus en fait de voir à quel point ça a affecté les autres membres de ma famille qui m'a le plus affecté. Par exemple, ma cousine, une de mes cousines était très proche de lui en revanche, parce qu'ils habitaient juste à côté l'un de l'autre. Et elle, effectivement, elle était très très triste. Et ça, pour le coup, ça m'a plus fait mal, en fait, pour les gens, pour eux, que moi, véritablement, en fait. Ça a été mon premier enterrement. Du coup, c'était un enterrement religieux, parce que ma grand-mère paternelle et mon grand-père, ils sont... était, lui était, elle est, très religieux. Je viens d'une famille, tout du moins les parents de mon père, très religieux. Ma grand-mère allait à l'église tous les dimanches. Le fait est que du coup, effectivement, il y a eu donc tout le processus du décès. Et pour ceux qui n'ont jamais assisté à un enterrement, un décès, en fait, vous avez l'embaumement... Enfin, c'est pas l'embaumement, je dis une bêtise. C'est la mise en bière, pardon. La mise en bière, c'est en fait mettre le corps dans le cercueil, et il y a cette possibilité de voir le cercueil, la mise en bière, en fait, de voir le corps, en fait, dans le cercueil. Avant l'enterrement, etc. J'avais vu mon grand-père, je pense peut-être 6 mois avant son décès, quelque chose comme ça. Il était très diminué, donc il était vachement différent de ce que j'avais pu voir quand j'étais plus jeune. Mais on le reconnaissait encore un petit peu, on voyait que c'était lui. Et en fait, du coup, il y a eu cette mise en bière, et j'ai eu la possibilité d'y assister. Et j'ai voulu y assister, ça a été une demande de ma part. J'avais, je crois 17 ans à l'époque. Personne n'a forcément été choqué dans ma famille. Parce que j'ai pas été la seule, de toute façon, à vouloir... voir le corps. Mon père, je crois qu'il n'y a pas assisté, mais ma tante en tout cas oui. Et donc ça a été le 2e, techniquement. Désolée de dire le mot cadavre que j'ai vu. Personne décédée. Et là par contre ça a été très choquant. Choquant c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ça m'a surprise. Parce que, en fait, mon grand-père avait perdu énormément de poids. Alors que c'était une personne vraiment très bien portante, quand moi je le connaissais. Famille de bons petits français, le fromage, le vin rouge, des cuisines très grasses, etc. Et là, en fait, tu voyais la vulnérabilité d'une personne. Sans tous ses apparats, sans... Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué. Il semblait si petit, si frêle, si fin. Ça m'a beaucoup marqué. Et on avait la possibilité de mettre des choses dans le cercueil avant qu'il le ferme et qu'ensuite il y ait l'enterrement, etc. J'ai décidé de mettre quelque chose. Alors, je me souviens plus exactement parce que ça remonte quand même à presque 10 ans. Mais j'avais un briquet, un Zippo. Je crois qu'il était à mon grand-père en fait justement. Je crois qu'il me l'avait donné ou que je l'avais trouvé dans ses affaires et qu'il m'avait permis de le garder. Mais je l'ai glissé dans le cercueil. Et je me rappelle très bien avoir dit à ma tante, je veux mettre le briquet, comme ça en fait il aura une lumière pour s'éclairer sur le chemin. Le chemin de où? Aucune espèce d'idée. Et je pense que pour moi ça a été un énorme tournant en fait dans ma spiritualité. Je pense que ça a été en fait le décès de mon grand-père, le fait d'assister à la mise en bière et de voir son corps, etc. Je pense sincèrement que ça a changé énormément de choses dans ma vie, dans ma vision de la mort de manière générale et dans ma spiritualité. Les 2 précédents décès que j'avais vécus, c'était des décès qui étaient arrivés très soudainement. On s'y attend pas, on a une impression d'injustice, parce que c'était des personnes qui étaient très jeunes, qui techniquement avaient toute la vie devant elles. Et tu pourrais du coup développer une relation, j'ai pas envie de dire malsaine, mais qui est pas fun en fait. Enfin, qui est pas fun. J'arrive pas à trouver les bons mots. En tout cas, tu pourrais développer une vision négative de la mort. Voilà.
Le fait d'avoir assisté au décès de mon grand-père, d'avoir vu la fin de sa vie quelque part, moi ça m'a permis de comprendre justement qu'en fait c'est un cycle. Quand j'ai vu mon grand-père dans ce cercueil, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir face à moi un petit bébé. Un peu à la Benjamin Button en fait. Ce qui fait que c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'en fait c'était un cycle, la vie était un cycle. Je commençais déjà à me renseigner sur la sorcellerie à l'époque, la Wicca. Et donc bah il y a ce concept de cycle hein, de la vie dans la Wicca avec le mythe du dieu et de la déesse, et notamment surtout du dieu. Et pour moi ça a été un tournant effectivement parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'était inévitable. La mort est inévitable. À un moment donné on finira tous par mourir. Ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 50 ans. Et je vous souhaite à tous de vivre le plus longtemps possible si c'est ce que vous souhaitez. Mais voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait la paix avec la mort. Quand j'ai vécu les 2 premiers décès, donc celui de ma meilleure amie et celui donc, de ce garçon, instinctivement, je me suis mis à avoir une relation assez conflictuelle avec la mort. En fait, je m'en voulais de moi-même. Déjà de me dire que... En fait, j'avais l'impression d'être un chat noir un peu. De se dire que les gens meurent autour de moi, dans un premier temps. Mais en plus de ça, bah ouais, t'as cette relation conflictuelle avec la mort en disant mais pourquoi tu les as pris en fait. J'ai mis beaucoup de temps à accepter ces décès-là parce que, comme je disais, je les ai vécus comme des échecs. Et du coup, j'étais encore dans l'idée de me dire qu'effectivement, je pouvais encore faire quelque chose. Et bah non. Enfin, à un moment donné, à part me jeter moi sous les roues de la voiture, j'aurais rien pu faire. À part moi prendre ce rail de coke et faire une overdose, j'aurais rien pu faire. Et même là encore, j'aurais donné du sursis à ces 2 personnes, mais rien ne dit qu'en fait ils ne seraient pas décédés une semaine plus tard. Voilà. Et à ce moment-là, à l'enterrement de mon grand-père, j'ai fait la paix avec la mort, avec ma vision de la mort, et je suis devenue beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que si je venais à décéder demain, bah je le vivrais pas forcément mal. Bon, je serais morte, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pas développé cette peur de la mort comme certaines personnes peuvent l'avoir. Bon, j'ai essayé de faire un truc au niveau de mes yeux, je suis pas hyper convaincue, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était le décès de mon grand-père, qui a été voilà, effectivement très révélateur quelque part, un peu on peut dire. Je sais pas si je peux me permettre de le dire quand même, parce que c'est un peu... On parle du décès de quelqu'un quoi. Mais voilà l'idée. Ensuite il y a eu le décès de ma grand-mère maternelle. Et alors là c'est pareil, tu pourrais te dire ok bah c'est une personne âgée, donc tu te doutes en fait qu'à un moment donné effectivement, comme je disais, c'est un cycle quoi. Ma grand-mère en fait, elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer de l'œsophage, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, quand t'entends le mot cancer, tu t'y prépares. Quelque part, tu te dis même que la personne est condamnée, parce que malheureusement, le cancer, c'est un peu le mal du siècle, de notre siècle. Et alors, autant il y a des cancers qui se soignent très bien, enfin, si on peut dire, qui ont, on va dire, de bon taux de guérison. Autant il y a des cancers effectivement où ça peut paraître un peu plus compliqué. Le cancer de l'œsophage en lui-même, j'en ai aucune stricte idée parce que j'ai pas forcément fait de recherche en fait là-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai appris que ma grand-mère avait un cancer, en fait j'ai eu deux pensées qui m'ont traversé l'esprit. La première, ça a été de me dire ouais bah elle est condamnée quoi. Parce que c'est automatiquement, je pense, ce que tu te dis, parce que voilà, comme je dis, le cancer, c'est un grand mot. L'autre pensée, ça a été de me dire, elle va guérir. Parce qu'il faut savoir un truc à propos de ma grand-mère, c'est que c'était la personne la plus courageuse, la plus déterminée que je connaissais. Et quand elle voulait un truc, elle l'obtenait. Voilà. Et ça a été une inspiration pour moi pendant très longtemps. Et du coup,
Sur le coup, je me suis vraiment dit, non mais de toute façon, oui, elle va le battre, le cancer. Je savais qu'elle avait une volonté de faire. De manière générale, c'était son caractère. Je crois qu'on a appris qu'elle avait un cancer en juillet, et elle est décédée février de l'année qui suivait. Donc quelques mois après au final. T'es là et en fait tu peux rien faire pour la personne. Tu peux même pas la soulager de sa souffrance en fait. La seule chose que tu peux faire, c'est être là physiquement et psychologiquement, lui apporter ton soutien. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Et à nouveau, encore, t'as ce sentiment un peu d'injustice et de pas être dans la capacité de pouvoir changer la donne, quoi. J'allais très souvent la voir pendant sa guérison, pendant tout son processus de chimio et radiothérapie. Je m'en suis automatiquement voulu. C'est-à-dire que techniquement, ma grand-mère maternelle, j'ai toujours été plus proche d'elle que ma grand-mère paternelle. Déjà parce qu'elles ont pas le même âge. Enfin, elles avaient pas le même âge. Mais en plus de ça, enfin je crois pas, il me semble que ma grand-mère maternelle était plus jeune. Mais en plus de ça, je sais pas, bah ouais, j'avais juste plus d'atomes crochus, plus... on s'entendait juste mieux, en fait. On avait des intérêts communs. Et ma grand-mère maternelle, ça a toujours été la personne dans ma famille qui m'a le plus soutenue. Peu importe ce que je voulais faire. Ma grand-mère maternelle, elle était derrière moi. Et elle essayait à chaque fois de glisser des mots à mes parents à base de « Oh, mais laissez-la faire, nani nanan, elle est jeune ». Je me rappellerai, j'ai des souvenirs de ma sœur qui se préparait pour un date par exemple et ma grand-mère était là, parce que ma sœur se préparait dans ma chambre, ma grand-mère était là et voilà quoi, et on partageait ce moment ensemble, etc. J'ai de très bons souvenirs en fait avec ma grand-mère. Et ma grand-mère elle habitait pas très loin du parc de la Tête d'Or, donc quand j'étais petite on allait souvent au parc. Et ensuite, on allait chez ma grand-mère pour pour les adultes, boire un café, nous boire un jus de fruits. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle avait une boisson qu'elle nous préparait tout le temps. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. En fait, c'est très bizarre, je sais pas d'où est-ce qu'elle tenait ça, mais elle prenait de l'eau pétillante et elle mélangeait du jus d'orange avec. C'est-à-dire qu'en fait, tu buvais de l'eau pétillante, parce que ça avait même plus vraiment le goût en fait du jus d'orange, parce qu'il était vachement dilué. Déjà que le jus d'orange, de manière générale, que tu achètes en supermarché est très dilué. Mais du coup, en fait, tu buvais de l'eau pétillante orange. C'est juste ça. C'était vraiment, ça m'a marqué quoi. Et il y a un truc qu'on faisait aussi souvent quand on allait du coup chez ma grand-mère, après le parc de la Tête d'Or. Mon frère et moi, on s'installait pour essayer d'apprendre à jouer aux échecs. Elle avait un super jeu d'échecs en marbre. Et en fait, nous, on essayait avec mon frère d'apprendre à jouer. Enfin, on n'essayait pas vraiment d'apprendre, on déplaçait les pions. Et voilà, on jouait souvent d'ailleurs juste avec les personnages pour créer des histoires. Et je me rappellerai toujours d'une fois où ma grand-mère, elle était venue nous voir et elle nous avait dit « Vous savez jouer aux échecs ?» Et on lui avait dit « Non, non ». Et je lui avais dit, bah toi tu sais jouer, tu pourras nous apprendre. Et ma grand-mère m'a regardé et m'a dit, oula non, j'ai jamais rien compris à ce jeu. Donc en fait elle avait un jeu d'échecs qu'elle n'a jamais utilisé, qui était vraiment purement pour de la déco. Et elle n'a jamais joué aux échecs. Et j'ai trouvé ça juste hilarant et je trouvais que ça représentait vraiment très très bien ma grand-mère. Et d'ailleurs après son décès, c'est pour ça que je me suis fait ce tatouage, donc qui est une pièce d'échec, si vous reconnaissez, c'est la reine. Donc pièce d'échec par rapport à ce souvenir-là, et la reine bah, parce que ma grand-mère, voilà. Pour revenir à notre histoire, au niveau de notre fil conducteur, donc ma grand-mère, donc elle a fait donc, des séances de chimio et de radiothérapie, moi j'allais souvent la voir, et en fait c'est vrai que il y a un truc que je me suis mis à regretter, c'était effectivement de pas avoir passé plus de temps avec elle. De pas avoir cherché à en apprendre un peu plus sur elle, sur sa vie, sur sa famille en fait surtout. C'est-à-dire qu'en fait, autant la famille du côté de mon père, je connais. Voilà, je connais beaucoup d'histoires de famille. Mais du côté de ma mère, bah en fait j'ai l'impression que c'est un continuel mystère, que ce soit du côté de mon grand-père maternel que du côté de ma grand-mère maternelle. J'ai jamais entendu ma grand-mère nous parler de ses parents ou de sa famille ou quoi que ce soit, et même ma mère elle nous parlait pas forcément de sa grand-mère en fait,
Et ça, c'est un de mes plus grands regrets parce que j'ai l'impression maintenant qu'il y a une partie de moi qui est manquante, en fait. Et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place actuellement, c'est que je suis à la recherche de mes origines. Mais voilà, ça a été un de mes plus grands regrets. C'était au final de pas avoir cherché à la connaître davantage de son vivant. Aux alentours de la période de Noël, on a appris que ma grand-mère était en rémission. Donc elle avait réussi à battre le cancer et en fait bah, ça a été une super nouvelle hein, pour tout le monde, hein, je vais pas vous le cacher. Mais moi je l'ai vécu un peu de manière amère. Parce qu'en fait à ce moment-là, moi je me suis rendu compte, ok c'est super, mais pour combien de temps? Parce que moi j'ai toujours vu le cancer comme tu te trimbales toute ta vie avec une épée Damoclès au-dessus du crâne. À tous les coups, tu peux faire une rechute. Alors je sais que ça dépend des cancers et qu'il y a différents taux de rechute, etc. Mais je me suis dit, mais quel est l'intérêt en fait de se battre, de donner un espoir à toi, à ta propre famille, si c'est pour que derrière, par exemple, 1 an plus tard, bah, tu fasses une rechute de ton cancer. Et surtout quand je voyais ma grand-mère aussi diminuer, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Vraiment, sincèrement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et à ce moment-là, j'ai pris la décision que si jamais un jour dans ma vie j'aurais un cancer, je chercherais pas forcément à me battre, en fait. Alors, je dis ça maintenant, j'ai pas de cancer, ça se trouve le jour où j'en aurai un, si j'en ai un, je penserai différemment parce que j'aurai une envie de vivre ou quoi que ce soit, mais ça a été une des pensées qui m'a traversé l'esprit, effectivement, quand j'ai appris la rémission de ma grand-mère. Et là, vous devez vous dire, mais attends Julie, ta grand-mère elle est en rémission, et pourtant, tu nous as dit que du coup, bah, en fait, elle était décédée. Je mets bien en même temps parce que ça me fera gagner du temps. Vous avez compris un petit peu le concept de la vidéo, hein, on se prépare ensemble. Et en fait, effectivement, ma grand-mère est décédée en février après environ 1 semaine d'hospitalisation parce que elle avait chopé un staphylocoque doré. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez déjà vécu un proche qui avait eu un cancer. En fait, la chimiothérapie et la radiothérapie également, ça diminue énormément ton système immunitaire. Et forcément, quand ton système immunitaire est très affaibli, t'as plus de chances du coup de choper en fait plein de merde. Et ça, en fait, ça a surtout des conséquences beaucoup plus fatales qu'à la normale. C'est-à-dire que un jeune qui a un staphylocoque doré et qui est pris en charge à temps, etc., avec un bon traitement et nanani et nanana, ça se soigne en fait. C'est pas incurable. Là, en l'occurrence, malheureusement, ça a coûté la vie à ma grand-mère parce qu'effectivement, elle avait un système immunitaire qui était très défaillant, elle était très affaiblie et voilà. Pour le coup, même si en soi, elle a vécu un cancer, elle a été hospitalisée pendant 1 semaine environ, j'ai trouvé sa mort très soudaine en fait. Parce que justement, t'as cette impression de te dire, elle est en rémission, donc c'est qu'elle va s'en sortir. Et en fait, non. En fait, non, bim baboum, tu décèdes. Et du coup, j'ai très mal vécu son décès parce que, en fait, j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir vraiment à proprement parler. Parce que je suis pas allée la voir pendant qu'elle était hospitalisée, je travaillais à l'époque, ma mère m'avait conseillé d'ailleurs de ne pas aller la voir. Et quand elle est décédée, en fait, le jour où elle est décédée, moi j'étais chez mon père, j'étais en train de faire le ménage, j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Et ça, j'avoue que je l'ai mal vécu. J'ai quand même eu l'impression d'avoir un signe, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fonctionne beaucoup au signe. Faut juste que je cherche en fait mon haut. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Flûte. Pas grave, je vais en faire un autre. Je vais faire un haut avec un collant. Voilà, petite technique. Donc le jour où elle est décédée, j'ai quand même rejoint en fait ma famille à l'hôpital où elle était hospitalisée. Et en fait, on était en plein mois de février. Donc clairement, le mois de février, c'est des mois un peu... c'est des mois d'hiver où c'est maussade, quoi. C'est des temps gris, c'est de la pluie, de la neige au mieux. Et en fait, le jour de son décès, j'attendais le bus pour du coup rejoindre ma famille à l'hôpital. Un coucher de soleil magnifique, incroyable. Et je l'ai vraiment pris comme un signe, comme si en fait ma grand-mère me disait ça va aller, tout va bien,
Je suis en paix maintenant, en fait, quelque part. Et malgré tout, je suis quand même là, quoi. Et ça m'a permis, en fait, d'accepter un petit peu mieux la chose. J'ai rejoint, du coup, ma famille à l'hôpital. J'ai pas pu, du coup, assister à la mise en bière parce que... je crois que ça s'appelle comme ça. Plus je le répète, plus j'ai un doute. En tout cas, j'ai pas pu voir, en gros, le cercueil. Parce que le staphylocoque doré, en fait, ça te laisse des traces. Donc, que ce soit sur le visage ou quoi que ce soit. Et du coup, ma grand-mère, en fait, était défigurée. Et ma mère m'a dit n'y va pas. Elle est pas jolie à voir, n'y va pas. Ensuite, bah, t'as forcément toute la préparation, l'enterrement, la cérémonie, etc. Et c'est là où, normalement, que techniquement, tu commences à faire ton deuil, en fait. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Parce que, bah, comme pour mon père qui perdait son père, ma mère perdait sa mère. Et autant mon père est pas du genre à montrer ses émotions, ce qui fait que j'étais assez jeune à l'époque, j'avais pas vraiment l'impression que ça l'impactait plus que ça. Et par contre, ma mère, à contrario, j'ai vu que ça l'a vraiment affectée. Et en fait, je me suis focalisée sur son deuil à elle. Pour faire en sorte qu'elle vive la chose du mieux possible. C'est assez compliqué quand même parce que, bah, on va pas se mentir, mais je vois pas comment tu peux vivre le deuil, le décès d'un de tes parents du mieux que tu peux, tu vois. Mais voilà, avec ma famille, on essaie d'être là pour elle, d'être proche et voilà. Donc là, ça va être le verdict, savoir si la tenue que j'ai imaginée, elle est bien ou pas. Ce qui fait qu'effectivement, voilà, le deuil de ma grand-mère, je l'ai pas fait tout de suite. Et ensuite, derrière, j'ai remarqué qu'il y a un truc, c'est fou quand même. En fait, c'est comme s'il y avait un tabou des deuils à retardement. En fait, c'est vraiment des réflexions à base de... non mais ça va, ta grand-mère, elle est morte depuis... ça fait 2 ans qu'elle est morte, passe à autre chose, tu vois. Et... bah non, en fait, parce que bah, déjà c'est pas aussi simple que ça, chacun vit le deuil à sa façon et à la vitesse en fait à laquelle il le vit, parce que tout le monde est différent. Mais en plus de ça, bah t'as des cas de figure où effectivement des fois bah tu n'as pas, comme je disais, la possibilité de vivre ton deuil correctement. Et ça a été mon cas. Et du coup j'ai eu cette impression que j'avais pas le droit en fait de vivre le deuil de ma grand-mère. Voilà, j'avais juste pas le droit. Parce que c'était trop tard, ou parce que, bah, effectivement, il y avait d'autres personnes qui vivaient le deuil, etc. Ce qui fait que, ouais, j'ai eu cette impression un peu quand même d'avoir... qu'on m'avait en fait empêché de vivre quelque chose. Et du coup, le décès de ma grand-mère, j'ai mis du temps véritablement à l'accepter. Ça a quand même pas forcément entaché la vision que j'avais du coup de la mort et du deuil et du décès, etc. Ça, c'est resté assez intact, surtout que, comme je disais, je commençais à m'orienter en fait dans un processus un peu de spiritualité, etc. Donc, c'était une question qui était quand même assez importante dans ma spiritualité. Et donc ça a pas changé ma vision de la mort. Par contre, il y a d'autres événements qui m'ont fait vivre des deuils, mais d'une manière différente. Quand on parle de deuil, on parle souvent justement de décès, en fait, de personnes. Donc des gens de ta famille qui décèdent, ou alors il y a un de tes proches qui est décédé, etc. etc. Et on parle pas assez, je trouve, des décès, enfin des deuils amicaux, des deuils de relations, des deuils... En fait, le deuil peut prendre racine dans différents aspects. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai avorté. Quand j'ai avorté, je suis passée par toutes les étapes du deuil. Et en fait, ce n'est que quand je suis arrivée à la dernière étape et que j'ai fini mon deuil, que je me suis rendu compte
que j'avais vécu un deuil en fait. Je vous avais fait un article de blog à ce sujet et même si en soi, et ça aussi j'ai trouvé que c'était pas forcément un sujet tabou, mais qu'en tout cas c'était pas forcément compris. C'est-à-dire que les gens c'était oui mais c'est toi qui as voulu avorter, enfin c'est toi qui as avorté, t'as pas fait de fausse couche, t'as pas perdu ton enfant, tu as avorté et tu pleures en fait une perte. C'est pour eux en fait ça faisait pas sens. Et déjà dans un premier temps sachez que c'est pas censé faire sens pour les autres, on s'en fout. Il faut que ça fasse sens pour vous. Si vous avez cette impression de vivre un deuil et que vous voulez appeler ça un deuil, appelez ça un deuil en fait. C'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui vivez vos émotions et les différents événements qui arrivent dans votre vie. On s'en bat un peu les couilles en fait des autres. Et les gens surtout en fait ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas, tous les tenants et aboutissants et notamment le fait qu'en réalité cet enfant je le voulais, simplement je ne pouvais pas l'avoir. Et voilà quoi, j'ai pas avorté parce que je ne voulais pas cet enfant. Et c'est pareil pour le deuil des relations. Qu'elles soient amicales ou amoureuses, quelque part tu fais le deuil en fait de ces relations-là quoi. Quand je me suis séparée justement de mon ex-conjoint, je suis passée pareil par toutes les phases de deuil. Et ça a été pour moi un deuil. Tu dis en fait au revoir à premièrement une partie de toi, mais aussi une grosse période de ta vie en fait. Donc c'est important de vraiment passer par la colère, par la dépression, par l'acceptation surtout, donc la dernière étape. Et voilà. Et puis c'est pareil pour les relations amicales. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux faire là par contre. C'est pareil pour les relations amicales. Parce que des amis, j'en ai perdu. Alors, outre par le décès. Mais j'ai dit au revoir à des amitiés et ça m'a longtemps pesé. Parce que, effectivement, j'avais pas forcément envie, justement, de perdre la personne. Et puis t'as toujours ce truc de dire que, effectivement, peut-être que la personne va changer d'avis ou quoi ou qu'est-ce. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné où en fait tu acceptes et tu te rends compte que ok d'accord c'est fini, ok bon qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça peut être des relations amicales mais ça peut être aussi des relations familiales hein. Dire au revoir à certains membres de sa famille, se couper les ponts avec certains membres de sa famille parce que la relation est devenue trop toxique et que vous êtes malheureux etc. C'est aussi un deuil en fait. Et ça, il faut accepter de le voir pour s'en sortir et pour mieux vivre en fait les choses derrière. Pour revenir du coup sur le décès numéro 1, celui donc de ma meilleure amie, ce n'est que l'année dernière que j'ai vraiment fait le deuil de ma meilleure amie. Parce que je l'ai vécu encore plus à retardement que ma grand-mère, pour la simple et bonne raison que j'ai longtemps été avec des personnes qui ont nié un peu la chose. Ce qui fait qu'automatiquement, moi je me suis retrouvée à nier ce qui s'était passé aussi également. Et tu peux pas accepter ce qui s'est passé quand tu la nies, en fait. C'est logique. Et j'ai enfin pris le temps de travailler là-dessus et de faire mon deuil. Et j'avoue que ça fait un bien fou parce que c'est la première fois depuis des années maintenant que je peux passer l'anniversaire de la mort de ma meilleure amie en étant sereine, on va dire. En étant en acceptant ce qui s'est passé. Elle est décédée, il n'y a rien que j'aurais pu faire en fait pour changer les choses. Et faut juste accepter comme c'est. Et ça sert à rien de vouloir changer le passé avec et si, parce que de toute façon, je n'ai pas de machine à remonter dans le temps. Et puis comme je le disais tout à l'heure, même si en fait j'avais fait quelque chose à ce moment-là pour changer les événements, rien ne dit que au final elle ne serait pas décédée une semaine plus tard ou quoi que ce soit.
accepter les changements, accepter la mort en elle-même, ça fait partie de la vie. Parce que c'est un cycle, comme je le disais. Aujourd'hui, on n'aurait pas la chance de voir les étoiles dans le ciel, de voir les constellations, de voir la Voie lactée, si tout autour, il n'y avait pas cette obscurité qui fait qu'en fait, la lumière passe à travers et la lumière jaillit en fait. Et c'est pareil au final avec la vie. Et c'est un concept que j'adore dans le sens où, déjà, sans la mort, il n'y aurait pas la vie. Donc sans la vie, il n'y a pas la mort. C'est un pendant en fait, l'un va pas sans l'autre. Et surtout pour moi, le décès devrait être l'occasion de célébrer la vie en fait. De se rendre compte qu'effectivement la vie est éphémère, elle est courte, et autant en profiter, autant profiter de chaque instant que la vie te donne, autant les coups durs que les bons moments, et essayer d'en faire la meilleure chose qui te soit arrivée en fait. Il y a un proverbe qui dit on a deux vies. La première quand on est et la deuxième quand on se rend compte qu'en réalité on n'en a qu'une. Et je crois que justement ces différents décès, je les ai à la longue assez mal vécus parce que ça arrivait à plusieurs reprises comme ça, les uns à la suite des autres. Et au final, je les vois presque comme une bénédiction parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce qu'est la vie et qu'il faut la chérir et qu'il faut profiter de chaque instant. Donc profitez de la vie. Si vous avez envie de dire que vous aimez une personne, dites-le. Parce que vous aurez probablement pas la chance de le refaire à nouveau parce que la vie est courte, elle est fragile. Il faut profiter de chaque instant. Il faut célébrer la vie quand vous en avez l'occasion. Et c'est une chose personnellement que je mets en place chaque jour depuis quelques années maintenant. Bref. Voilà, c'était ma vidéo sur le deuil et la mort. J'espère que c'était pas trop glauque. Je sais qu'elle est excessivement longue par contre cette vidéo. Mais j'espère quand même malgré tout que ça vous a plu, que peut-être vous vous êtes retrouvés dans mes paroles, ou alors que vous avez peut-être réalisé certaines choses, j'en sais rien. En tout cas, j'espère malgré tout que c'est un sujet qui vous a plu quand même, parce que je tenais à l'aborder, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, c'est très très important. Profitez de la vie et profitez de chaque instant. Voilà. Enjoy. Bisous.